45 personnes sont à bord d'un avion. L'avion se crache au milieu de la cordillère des Andes et 16 rescapés vont survivre dans un froid glacial à plus de 3500 mètres d'altitude pendant 72 jours en réalisant un acte terrifiant pour survivre, manger la chair des corps des passagers morts dans le crash ou à la suite du crash. Peut-on se mettre à la place de ces survivants qui ont commis un acte pour certains monstrueux, pour d'autres inévitable? Peut-on imaginer ce qu'ils ont vécu et ce que nous aurions fait à leur place? Voici l'histoire des survivants du drame de la cordillère des Andes. Dans cette première vidéo, nous allons aborder le crash de l'avion et la zone du crash pour déjà appréhender la situation géographique du drame. Le 12 octobre 1972, l'équipe uruguayenne de rugby, les Old Christian Club, affrète un avion militaire pour se rendre au Chili où un match les attend. Le contexte économique en 1972 est difficile en Uruguay. Le carburant coûte cher et faire un vol en avion pèse sur les finances du club. Mais le rugby est un sport en pleine croissance dans le pays et s'ouvrir à l'international pour une équipe aussi forte que les Old Christians est une formidable opportunité. La location de l'avion à l'armée pour ce vol coûte $1600. L'équipe ne remplit que la moitié de l'avion, mais si on remplit bien en vendant les places restantes, soit 40 places au total, on peut faire le vol pour $40 par personne, moins du tiers du prix normal sur une compagnie classique. L'avion, c'est un Fairchild FH-227. C'est un avion qui est essentiellement utilisé pour des vols intérieurs régionaux aux États-Unis et qui connaît un petit succès commercial, tant la demande pour ce type d'appareil est grandissante dans les années 60. L'armée uruguayenne en a acheté un 2 ans plus tôt et l'avion totalise 792 heures de vol. Mais il semble que les deux turbopropulseurs Rolls-Royce Dart MK532 soient sous-motorisés pour le gabarit de l'avion. Et pour traverser la cordillère des Andes, cette perfide cordillère, il en faut de la puissance. L'avion doit décoller de Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et atterrir à Santiago, la capitale du Chili. Mais le mauvais temps sur la chaîne de montagnes va obliger le pilote Ferradas à atterrir à Mendoza, en Argentine, pour attendre une fenêtre météo favorable. Ferradas est pilote depuis plus de 20 ans, totalise 5117 heures de vol et a survolé à 29 reprises la cordillère. On peut dire que c'est un pilote chevronné. Alors quand il fait décoller le Fairchild le 13 octobre à 14h18, les 40 passagers sont insouciants et surtout impatients d'arriver à Santiago. Le Fairchild ne peut dépasser l'altitude de 7500 mètres et doit traverser les fameux remous causés par la rencontre des vents puissants venant de l'est avec les vents cycloniques du Pacifique venant de l'ouest. Il faut donc trouver un col où la montagne est moins haute et les vents moins violents pour pouvoir ensuite redescendre tranquillement en direction de Santiago. Il y a 4 cols qu'on choisit en fonction de l'avion et de la météo. Le premier, le Juncal, est trop haut pour le Fairchild. Les deux suivants, le Nieves et l'Alvarado, n'ont pas de signalisation radio et en cas de mauvaise météo, seul le 4e, le Planchon, doit être emprunté pour traverser les montagnes. À 15h21, l'avion vire de bord et suit la route aérienne 617. Une couche de nuages épaisse rend invisible la position. Le pilote doit se fier au radiocompas, à la radio VHF et son expérience chevronnée pour se diriger. L'avion se connecte en permanence avec l'aéroport de San Diego pour confirmer ses positions. Dans les cabines, l'ambiance est au beau fixe. On se lève, on fume des cigarettes, on lance des ballons, tout va bien. Dans le cockpit, par contre, la concentration du pilote est au maximum. On arrive dans une zone de turbulence et l'avion entre dans un nuage qui le fait trembler et sursauter. Le copilote allume alors le signal d'attacher sa ceinture et les 3 membres d'équipage viennent dans la cabine pour faire régner un peu d'ordre où l'atmosphère est encore à la détente et à la rigolade. Le nuage suivant est encore pire que le précédent. Certains passagers commencent à être nerveux et finalement tous s'assoient et attachent leur ceinture. Un trou d'air faisant chuter d'une centaine de mètres le Fairchild finit par convaincre que le temps n'est plus à l'amusement. Les prières remplacent les blagues nerveuses. Un des passagers aperçoit les falaises des montagnes sombres et enneigées tout près de l'avion et demande à son voisin s'il est normal de voler si près des falaises. Non,
Ce n'est pas normal, car le pilote a fait une erreur d'appréciation. Il a viré de bord beaucoup trop tôt. Les analystes du vol diront qu'il s'est trompé dans les distances, car le vent de l'ouest avait ralenti l'avion et la distance parcourue avait été sous-estimée par le pilote. Au lieu de tourner après les montagnes, Ferradas a tourné dans les montagnes. L'avion vole maintenant au travers de la cordillère et les deux pilotes n'ont pas le temps de reprendre de l'altitude quand l'aile droite vient toucher un versant de montagne. Le crash est inéluctable. L'aile qui s'arrache du fuselage est projetée sur la queue de l'avion qui s'arrache à son tour pour laisser un trou béant dans lequel plusieurs passagers vont être happés dans le vide. Ce seront les premières victimes. L'aile gauche se brise à son tour et le fuselage continue quelque temps sa course dans l'air avant de se poser et glisser dans la neige sur une centaine de mètres. Il va finalement stopper sa course d'un coup net et la décélération va projeter les sièges en avant, écrasant les passagers de devant. Après le silence, viennent le souffle du vent glacial et les cris des blessés hurlant de détresse. Les morts, eux, ne crient plus. Quelques-uns s'affairent pour porter secours à d'autres. C'est la confusion totale. Il est 16 heures et la neige commence à tomber en rafales. La nuit arrive et la température est bien en dessous de zéro. Le pilote est mort sur le coup, le copilote, grièvement blessé, délire et meurt rapidement. Les rescapés s'agglutinent alors au fond du fuselage et vont vivre une nuit d'épouvante et d'hystérie où le froid va être une épreuve pire qu'éprouvante. Voici les coordonnées exactes GPS du crash. Je vous les mets dans la description, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller dans la barre de recherche de Google Earth et de vous faire une idée sur la zone où les survivants ont vécu durant 72 jours. Le premier impact de l'avion avec la montagne s'est passé ici. L'aile a tapé le versant, arrachant la queue qui est venue finir sa course ici. Puis l'aile gauche s'est écrasée ici et enfin le fuselage a glissé jusqu'à son point d'impact définitif ici. L'épave de l'avion est maintenant à 3600 mètres d'altitude dans une neige profonde qui limite tous les déplacements. En octobre, les températures sont encore très froides et les nuits peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés. Or, les passagers de l'avion ne sont pas du tout équipés pour ces températures. Les images de Google Earth montrent un paysage sans neige, mais lors du crash, il faut imaginer un paysage totalement blanc où seules les falaises viennent contraster d'un gris sombre la neige immaculée. Nous voyons la zone sur Google Earth en prenant de la hauteur, mais il faut également imaginer se mettre au même niveau que les rescapés pour comprendre que la vision qu'ils ont de leur environnement est un champ de neige interminable, profond et dangereux, entouré d'un cercle d'immenses montagnes infranchissables. La zone du crash est dorénavant une prison à ciel ouvert, donnant sur un paysage somptueux, qui sera, durant 72 jours, le théâtre d'une survie impensable et dramatique. Dans l'avion, il n'y a quasiment rien à manger, et au bout de 10 jours, dans cet enfer blanc, certains rescapés pour survivre vont faire un choix de non-retour.